En quelques mots, le podcast proposé par deuxièmeavis.fr. Pour mettre des mots sur les mots, nous donnons la parole aux patients, aux médecins et aux associations de patients. À travers leurs témoignages, ce podcast met en lumière des expériences personnelles, l'expertise médicale et le soutien associatif, offrant à chacun une vision complète et éclairée autour de maladies graves, rares ou invalidantes. Le service deuxièmeavis.fr, c'est un avis spécialisé complémentaire en moins de 7 jours, basé sur un dossier médical complet, 100% pris en charge et sans avance de frais. Notre mission, garantir l'accès à l'expertise médicale pour tous. Aujourd'hui, nous accueillons la docteure Hugo Rodin, gynécologue à l'hôpital Saint-Joseph, qui vient nous parler du SOPK. Bonjour docteur. Bonjour. Comme à chaque début de nos podcasts, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je suis gynécologue médicale et je travaille à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et je prends en charge au quotidien des patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques et bien évidemment d'autres pathologies gynécologiques. Merci pour votre présentation. Alors, qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques, qu'on appelle aussi le syndrome du SOPK? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un ensemble de symptômes en lien avec un dérèglement ovarien qui peut entraîner une absence d'ovulation et ou un excès de sécrétion d'hormones masculines qu'on appelle les androgènes. C'est une maladie qui est relativement fréquente puisque ça concerne 5 à 15% des femmes en âge de procréer dans le monde. Et les symptômes donc peuvent être assez variables. Il n'y a pas un SOPK, mais probablement plusieurs sous-types de syndrome des ovaires polykystiques. Et ces symptômes peuvent être des cycles longs ou une absence de règles, une hyperandrogénie, donc c'est une acné et ou un excès de pilosité ou une chute de cheveux importante, et peuvent être également associés à ces symptômes cliniques un excès de follicules visibles sur les ovaires à l'échographie pelvienne. Donc, si je comprends bien, il faut au moins 1 ou 2 symptômes pour pouvoir poser un diagnostic. Pour faire le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, il faut 2 critères parmi 3, c'est-à-dire les 3 critères étant les troubles du cycle, donc des cycles longs ou une absence de cycle, une hyperandrogénie clinique, donc pilosité accrue, acné, chute de cheveux, ou une hyperandrogénie biologique, donc dans la prise de sang, dans le bilan hormonal, un taux d'hormones mâles, un taux d'androgène trop élevé, ou un excès de follicules visible à l'échographie ovarienne. Donc, si on a 2 critères parmi ces 3, on peut parler de syndrome des ovaires polykystiques. Donc, le nom porte un peu à confusion parce qu'il ne s'agit pas du tout de kyste au niveau des ovaires, mais plutôt d'un excès de follicules. Et ça reste un diagnostic d'élimination. Et finalement, c'est presque le point le plus important de la définition. C'est-à-dire que oui, il faut 2 critères sur 3 parmi ceux cités, mais il faut avoir fait un bilan hormonal complet pour pouvoir vraiment parler de syndrome des ovaires polykystiques et être sûr qu'il n'y ait pas une autre maladie gynécologique ou endocrinienne qui pourrait expliquer les mêmes symptômes. Pouvez-vous nous dire quels examens sont à réaliser pour poser le diagnostic? Et également, quels marqueurs sanguins sont à doser dans la prise de sang diagnostique? La pilule est-elle à arrêter? Et si oui, combien de temps avant pour que le bilan soit fiable? Alors, le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, il repose à la fois sur des critères cliniques, mais également biologiques, donc une prise de sang, un bilan hormonal complet, et éventuellement échographique avec une échographie pelvienne. Oui, pour faire ce bilan hormonal, il est important d'arrêter une contraception hormonale. Donc, il faut l'arrêter. Ce qui est recommandé, c'est d'arrêter au moins 3 mois avant pour être certain que les paramètres hormonaux seront interprétables dans la prise de sang et ne seront pas influencés par les hormones prises dans la contraception. Ce bilan complet pour permettre de faire le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, il va être réalisé quand on a une suspicion clinique, c'est-à-dire que la patiente présente des critères en faveur d'un syndrome des ovaires polykystiques. Je vous le rappelle, pour diagnostiquer un syndrome des ovaires polykystiques, il faut 2 critères parmi 3, c'est-à-dire des règles irrégulières ou une absence de règles, des signes d'hyperandrogénie, donc
par exemple un hirsutisme, une acné importante, une chute de cheveux, ou une hyperandrogénie biologique, donc ça sous-entend faire une prise de sang avec un dosage hormonal. Et le dernier critère, c'est un volume ovarien augmenté qui, depuis les dernières recommandations de l'été dernier, il s'agit soit d'une échographie pelvienne où on compte le nombre de follicules, et donc plus de 20 follicules sur au moins un ovaire est en faveur du diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques, ou un volume ovarien augmenté, ou un dosage de l'hormone antimullérienne, ou AMH, qui serait élevé. Donc, si on a une suspicion de syndrome des ovaires polykystiques, ça reste un diagnostic d'élimination et il faudra faire un bilan complet pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres maladies qui pourraient donner les mêmes symptômes et être certain qu'il n'y ait pas une maladie gynécologique ou endocrinienne différente du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, ce bilan hormonal complet permet de faire le diagnostic, puisque ça permet par exemple d'avoir le critère hyperandrogénie biologique ou hormones antimullériennes élevées, mais également d'éliminer d'autres maladies qui pourraient donner les mêmes symptômes. Pour entrer plus dans le détail, cette prise de sang complète va comprendre, donc en général c'est une prise de sang qu'on fait donc 3 mois après l'arrêt d'une contraception hormonale quand il y a une contraception hormonale, et elle est réalisée en début de cycle, en général en fin de règle vers le 5e jour du cycle, et va comprendre un dosage de FSH, LH et œstradiol. Ça, c'est pour vérifier que l'axe hormonal, c'est-à-dire la discussion entre le chef d'orchestre, qui est l'hypophyse, qui est la glande située juste derrière la racine du nez, et les ovaires, fonctionne bien. Un dosage de prolactine. La prolactine, c'est une hormone qui peut aussi, quand elle est élevée, donner des règles irrégulières et c'est pas la même prise en charge que dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il faut éliminer une anomalie de la prolactine. Un dosage également de la TSH pour vérifier le fonctionnement de la thyroïde. Des dosages des androgènes. Donc, les androgènes, ce sont les hormones mâles, mais que la femme sécrète aussi de manière normale. À la fois, c'est sécrété par ses ovaires, mais également par les surrénales, qui sont d'autres glandes dans l'abdomen et qui vont sécréter des androgènes et qui peuvent être élevés dans le syndrome des ovaires polykystiques. Ça rentre en ligne de compte dans les critères diagnostiques. Mais surtout, également, il faut s'assurer que cette élévation reste modérée et qu'il ne s'agit pas d'une autre maladie ovarienne ou des surrénales qui donnerait un taux élevé d'androgène, par exemple de testostérone. Donc la testostérone, c'est un dosage également essentiel. Et également un autre androgène qu'on appelle la 17-hydroxyprogestérone. Alors son nom peut être un peu complexe à prononcer ou à se remémorer, mais c'est un dosage pourtant essentiel parce que cette 17-hydroxyprogestérone, elle peut être élevée dans des maladies de la surrénale qu'on appelle le bloc en 21 hydroxylase. Et cette maladie, elle donne les mêmes symptômes dans sa forme non classique que le syndrome des ovaires polykystiques, mais la prise en charge est différente, notamment avant une grossesse, avec un diagnostic qui est vraiment précieux pour que la grossesse et la naissance d'un futur enfant se passent dans des meilleures conditions. Le dosage d'hormones antimullériennes, je vous le disais dans les dernières recommandations, il est rentré dans les critères diagnostiques et peut nous être utile soit chez la jeune femme, soit quand l'échographie n'est pas performante, soit en alternative de l'échographie, comme reflet du nombre de follicules qui peut être en excès dans le syndrome des ovaires polykystiques. Et enfin, ça rentre pas tout à fait dans les critères diagnostiques, mais c'est souvent un bilan qui est associé. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, c'est un bilan métabolique, parce que quand on a un syndrome des ovaires polykystiques, on peut avoir une insulinorésistance, on peut avoir un prédiabète, et c'est important de le rechercher dans la prise de sang. Et lors d'une échographie, ça c'est beaucoup de patientes se posent cette question-là, un ovaire présentant de nombreux follicules est-il toujours signe d'un syndrome du SOPK? Et comment faites-vous la différence? Vous l'avez déjà un petit peu abordé dans votre développement. Et pouvez-vous nous en dire plus? Alors oui, l'échographie pelvienne, c'est un examen qui est de plus en plus performant en raison des échographistes qui sont de plus en plus performants, mais aussi des machines et qui permettent donc de compter de plus en plus de follicules.
Donc, c'est vrai que les critères ont été revus à la hausse. Et maintenant, pour parler d'ovaires micro-polykystiques, il faut au moins 20 follicules sur un des deux ovaires ou un volume ovarien supérieur à 10 cm3, 10 millilitres, pour parler d'aspect polykystique sur un ovaire. Encore une fois, ce ne sont pas des kystes, hein, c'est un faux ami, mais un aspect de plein de petits follicules. Mais c'est un critère qui ne peut être utilisé, le critère échographique, que quand on est à 8 ans après les premières règles. Pourquoi? Parce que c'est normal d'avoir des ovaires chargés en follicules quand on est jeune, et donc on considère que les 8 premières années après les premières règles, c'est pas un critère qui est performant et utilisable dans le critère diagnostique du syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, pour répondre plus précisément à votre question, on estime que c'est 15 à 20% des femmes qui vont présenter uniquement de manière isolée l'aspect polyfolliculaire, polymicrokystique de leurs ovaires, sans les autres critères, c'est-à-dire sans critères d'hyperandrogénie, sans critères d'anomalie du cycle. Et donc, on ne parle pas de syndrome des ovaires polykystiques juste en faisant une échographie, en disant vous avez des ovaires avec beaucoup de follicules, vous avez un syndrome des ovaires polykystiques. Non, le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques, c'est un ensemble, c'est un diagnostic d'élimination et c'est une association de plusieurs critères et non pas uniquement un aspect échographique. D'autres maladies ont des symptômes similaires au SOPK. Quelles sont ces maladies? Je crois que vous l'avez un petit peu abordé auparavant. Et comment les exclure du diagnostic? Alors, en effet, les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, les symptômes cliniques, cela va donc être les troubles du cycle, donc des cycles longs ou une absence de règles, et ou une hyperandrogénie clinique, donc un excès de pilosité, une acné, une chute de cheveux importante. Ces symptômes qui sont présents potentiellement dans le syndrome des ovaires polykystiques peuvent être présents dans d'autres maladies endocriniennes et d'autres maladies gynécologiques, d'où l'importance de faire ce bilan hormonal complet pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres anomalies, notamment une hyperprolactinémie, un problème au niveau des surrénales, ces glandes qui sont situées dans l'abdomen et qui sont essentielles à la vie, parce que ça permet de sécréter de nombreuses hormones, comme le cortisol par exemple. Donc il faudra vérifier qu'il n'y a pas un excès de cortisol, un excès d'androgène qui pourrait conduire au diagnostic de tumeurs qui sécréteraient trop d'androgène, trop de testostérone par exemple. Et également l'hyperplasie congénitale des surrénales de forme non classique, comme je vous l'évoquais. Alors, c'est un nom qui peut paraître à rallonge et compliqué, mais c'est vraiment un diagnostic qui est essentiel dans le diagnostic d'élimination du syndrome des ovaires polykystiques grâce au dosage de la 17-hydroxyprogestérone, et ça permet d'éliminer cette pathologie de la surrénale dont la prise en charge est complètement différente chez la femme, et notamment en vue d'une grossesse. On assimile souvent le SOPK avec infertilité, une inquiétude pour beaucoup de patientes. Avez-vous des chiffres à nous partager? Quand faut-il consulter quand il y a un désir de grossesse? Alors oui, c'est vrai qu'il y a des idées reçues. Une échographie avec plein de follicules est associée à un syndrome des ovaires polykystiques. Donc non, c'est plusieurs critères, dont des critères notamment cliniques et ou biologiques. Et de la même façon, le syndrome des ovaires polykystiques est associé à une infertilité à mauvais escient, parce que la majorité des patientes avec un syndrome des ovaires polykystiques vont avoir une grossesse spontanée, et la fertilité spontanée des patientes avec un syndrome des ovaires polykystiques est élevée. Mais en même temps, dans le syndrome des ovaires polykystiques, le syndrome des ovaires polykystiques est la première cause d'infertilité féminine. Donc, il est vrai que c'est fréquent. Je vous disais, 5 à 15% des femmes en âge de procréer vont avoir un syndrome des ovaires polykystiques, et c'est la première cause d'infertilité féminine. Maintenant, pour pondérer ce propos et rassurer, c'est que ça va beaucoup dépendre du type de syndrome des ovaires polykystiques. Comme je vous le disais, il n'y a pas un syndrome des ovaires polykystiques, mais probablement plusieurs types en fonction des critères qu'on présente. Et ce n'est pas la même chose d'avoir des cycles bien réguliers tous les mois avec une ovulation, ou d'avoir 2 fois ses règles dans l'année et un trouble de l'ovulation.
quand on a un trouble de l'ovulation, c'est associé à une infertilité la plupart du temps, parce que si vous avez 2 fois vos règles dans l'année, si vous ovulez 2 fois dans l'année, ben vous aurez 2 chances d'être enceinte très schématiquement dans l'année, versus quelqu'un qui va ovuler tous les mois, qui aura 12 chances dans l'année. Donc statistiquement, ça peut être plus long. Mais vigilance, ce sont des patientes qui peuvent être tout à fait fertiles et donc la contraception est indispensable. Maintenant, quand on a un désir de grossesse et que la patiente sait qu'elle a un syndrome des ovaires polykystiques, ce qu'on recommande habituellement, c'est d'essayer d'être enceinte pendant 6 mois. Et s'il n'y a pas de grossesse qui survienne de manière spontanée après 6 mois d'essai, de consulter un spécialiste de la fertilité pour discuter de la réalisation d'un bilan de couple, parce que c'est important de vérifier qu'il n'y a pas d'autres anomalies qui pourraient gêner cette fertilité, à la fois chez madame, mais aussi chez monsieur. Et quand il y a un trouble de l'ovulation qui est identifié, donc encore une fois, ce n'est pas chez toutes les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques, s'il y a un trouble de l'ovulation, il y a des médicaments, des traitements, donc soit par comprimé, soit en deuxième intention par injection, qui permettent de booster cette ovulation, de l'initier, et qui ont des résultats excellents en termes d'efficacité et de restauration de l'ovulation et donc de grossesse. C'est plutôt des résultats qui sont rassurants pour les patients. Tout à fait, c'est assez rassurant. Donc, soit une fertilité spontanée chez les patientes avec un syndrome des ovaires polykystiques, notamment chez celles qui ont une ovulation régulière, des cycles réguliers. Et pour celles qui auraient un trouble de l'ovulation, il y a des solutions efficaces qui existent pour les accompagner dans ce parcours. On parle souvent d'insulinorésistance et de SOPK. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Faut-il consulter un endocrinologue? Et quel diététicien choisir pour le suivi? Alors, dans le syndrome des ovaires polykystiques, il peut être associé à des phénomènes métaboliques et notamment une insulinorésistance. Là aussi, pour lutter contre les idées reçues, le syndrome des ovaires polykystiques n'est pas égal à un surpoids ou une obésité. Et ce n'est pas non plus parce que on est en surpoids ou en obésité qu'il y aura une insulinorésistance associée. On considère, même si on n'a pas des chiffres tout à fait exacts, on considère qu'à peu près probablement un tiers des femmes minces avec un syndrome des ovaires polykystiques ont une insulinorésistance, et ça monte jusqu'à 2 tiers quand il y a une obésité associée. Alors, qu'est-ce que c'est que l'insulinorésistance? L'insuline, c'est une hormone. On parle beaucoup d'hormones dans le syndrome des ovaires polykystiques. L'insuline, c'est une hormone qui régule le taux de sucre dans le sang et qui est fabriquée par le pancréas dans l'abdomen. Et cette insuline qui va réguler le taux de sucre dans le sang, elle fonctionne, comment elle fonctionne? Nous produisons de l'insuline dès que le taux de sucre monte pour que le taux de sucre reste à peu près constant et dans la norme dans notre sang. Quand nous avons une résistance à l'insuline ou une insulinorésistance, c'est le phénomène que, au niveau des cellules dans le corps, l'insuline ne va pas bien se fixer sur son récepteur, ou le récepteur ne va pas bien être en lien avec l'insuline, et donc le passage du sucre dans les cellules devient difficile et donc il va s'accumuler. C'est comme si finalement le taux de sucre dans le sang va monter et donc le corps a l'impression qu'il y a trop de sucre et il va produire plus d'insuline pour remettre le taux de sucre dans la norme. Donc, pour avoir un taux de sucre normal dans le sang, le corps doit produire plus d'insuline. Et donc, c'est ce phénomène d'hyperinsulinisme et de résistance à l'insuline qui peut se produire dans le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, pourquoi dans le syndrome des ovaires polykystiques? Parce que, alors on ne sait pas exactement quel est l'œuf de la poule et qui est-ce qui commence au départ, mais l'insuline interagit sur l'ovaire et l'ovaire interagit sur l'insuline. Et donc ça forme comme un cercle et cet hyperinsulinisme peut aggraver, amplifier l'hyperandrogénie ovarienne. Donc trop d'insuline va agir sur l'ovaire qui va produire encore plus d'androgène. Cet excès d'androgène va avoir un effet également sur l'insuline et ça va amplifier le signal et c'est un peu ce cercle qui peut se former.
Cette hyperinsulinémie, cette résistance à l'insuline, c'est un facteur aggravant dans le syndrome des ovaires polykystiques, notamment parce que c'est associé à un risque cardiovasculaire et un risque métabolique qui est plus important, mais aussi parce que ça altère la qualité de la fertilité, ça augmente les risques pendant la grossesse. Donc c'est un paramètre qu'il est important de dépister et de contrôler pour une prise en charge et un suivi optimal dans le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de consulter un endocrinologue ou un gynécologue, en effet, qui va prendre en charge globalement le syndrome des ovaires polykystiques? Il n'est pas utile de consulter les deux en même temps. Il faut un médecin qui connaît le syndrome des ovaires polykystiques, et ils sont relativement nombreux à se former sur cette pathologie. Et après, oui, avoir un appui et une aide d'un professionnel autour de la nutrition et de la diététique, c'est utile quand la patiente est en surpoids, en obésité ou souffre d'une résistance à l'insuline, même si elle est mince, pour adapter sa prise en charge nutritionnelle, parce que en effet, l'activité physique adaptée et un équilibre alimentaire sont essentiels pour améliorer cette résistance à l'insuline. Pas de spécialité particulière de diététicien. Chaque diététicien peut prendre en charge une insulinorésistance. Globalement, oui. Souvent, ils connaissent très bien la résistance à l'insuline parce que ça s'assimile au prédiabète. Et donc, souvent, les diététiciens ou professionnels autour de la nutrition prennent en charge des diabétiques. Il n'y a pas, à ma connaissance, de diplôme qui permettrait d'indiquer diététicien formé spécifiquement au syndrome des ovaires polykystiques. À ma connaissance, mais globalement, ce sont une hygiène de vie et des conseils qui sont en lien, en tout cas dans la continuité avec le prédiabète et le diabète, et souvent les diététiciens sont extrêmement bien formés à cette prise en charge. Enceinte avec un SOPK avéré, y a-t-il un suivi particulier pour la maman? Dans le syndrome des ovaires polykystiques, une fois la grossesse débutée, les conseils vont bien sûr être en premier lieu des conseils standards qui sont valables chez toutes les femmes, mais d'autant plus dans le syndrome des ovaires polykystiques, une hygiène de vie adaptée, une activité physique. Et finalement, si on avait un message à retenir pour la grossesse, c'est le dépistage précoce du diabète gestationnel. C'est essentiel parce que le syndrome des ovaires polykystiques est un facteur de risque reconnu de diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est la survenue d'un diabète pendant la grossesse. Donc, l'insuline dont on a parlé juste avant n'arrive plus à réguler le taux de sucre correctement et le taux de sucre s'élève. Il faut savoir que le diabète gestationnel, en dehors du syndrome des ovaires polykystiques, c'est extrêmement fréquent. C'est environ une femme sur 8 qui aura un diabète pendant sa grossesse. Et le syndrome des ovaires polykystiques, au même titre qu'un âge supérieur à 35 ans, par exemple, va être un facteur de risque. Après, si la patiente est en surpoids ou obésité ou a une insulinorésistance connue, c'est un facteur de risque un peu supplémentaire, si je puis dire. Et donc, le dépistage de ce diabète gestationnel devra vraiment être précoce et répété en cours de grossesse. En l'absence de diabète gestationnel, le suivi de ces femmes enceintes avec un syndrome des ovaires polykystiques sera le même suivi qu'une autre femme enceinte. Par contre, s'il y avait un diabète gestationnel ou s'il y a une obésité, il y a des parcours de surveillance spécifiques et qui vont dépendre du traitement nécessaire du diabète. Est-ce qu'il y a besoin d'insuline ou est-ce que le régime seul suffit? Et est-ce que le diabète est bien équilibré pendant la grossesse ou non? Et ça va donc être des recommandations de suivi de grossesse de la femme diabétique en cours de grossesse, mais pas spécifiques au syndrome des ovaires polykystiques. Donc, activité physique, hygiène de vie et dépistage du diabète précoce par une prise de sang quand on a un syndrome des ovaires polykystiques et qu'on est enceinte. En l'absence de diabète, la grossesse se déroule comme une grossesse chez une femme qui n'a pas de syndrome des ovaires polykystiques. Et puis surtout, après la grossesse, on continue de se surveiller.
C'est important. C'est important de surveiller notamment sur le plan métabolique avec les années qui passent et bien sûr continuer les règles hygiéniques, continuer l'activité physique, continuer son suivi gynécologique et métabolique pour vieillir avec son syndrome des ovaires polykystiques le plus sereinement possible. Merci docteur pour avoir répondu aux questions des patientes. Auriez-vous un dernier mot pour la fin? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie fréquente dont il faut parler et il faut accompagner les patientes pour les aider à prendre en charge et à mieux vivre avec leurs symptômes. Les symptômes peuvent être extrêmement variables et donc il n'y aura pas un syndrome des ovaires polykystiques, mais plusieurs types de syndrome des ovaires polykystiques, raison pour laquelle il faut lutter contre les idées reçues et accompagner chaque patiente de manière personnalisée. Ce ne sont pas des kystes. Le diagnostic n'est pas uniquement échographique et la fertilité peut être le plus souvent spontanée et sinon accompagnée par les professionnels de santé. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre engagement à nos côtés et pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode avec le docteur Hugo Rodin. Si cet échange vous a apporté des réponses et vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouvel échange, un nouveau regard médical sur En quelques mots.